caméra. Et là, tu fermes le. Voilà, tu passes le diaporama. Je passe. Et tu l'ouvres en diaporama. En haut. Ici. Non. Bonjour, docteur Marie Grenouillet. Donc, je suis médecin au CK, également médecin interniste et intensiviste. Et je vous propose aujourd'hui d'échanger sur les transferts interétablissements en situation d'urgence vitale, c'est-à-dire très souvent des patients qui sont aux urgences actuellement et qui doivent être transférés dans un autre établissement. Voilà. Alors, pourquoi faire ce webinaire sur les transferts interétablissements en urgence vitale? C'est une situation fréquente et grave, souvent à l'origine d'événements indésirables graves pour lesquels nous sommes sollicités. Or, il existe des moyens d'améliorer la sécurité des soins et des patients. Dans l'organisation actuelle en France, il y a un rôle majeur de la régulation du SAMU, mais également d'autres acteurs qui ne sont pas toujours sollicités comme l'Observatoire régional des urgences ou d'autres correspondants auprès de l'ARS, ainsi que des outils pour l'organisation des transferts qui peuvent faciliter ceci et permettre d'améliorer leur sécurité. Alors, un bref tour d'horizon de ce qui a été réalisé jusqu'à présent, sachant que les événements indésirables graves doivent normalement être obligatoirement signalés sur la plateforme de l'ARS, mais ils ne le sont pas toujours, surtout quand il s'agit de transferts. On ne sait plus très bien qui doit signaler, si c'est l'organisme, enfin l'établissement qui a transféré le patient ou celui qui le reçoit. Et puis, parmi les événements qui seront finalement signalés, il y a ceux qui seront analysés par le CK. Ça représente peu d'événements indésirables. Et malgré tout, nous en avons dénombré une trentaine depuis 2012 et l'incidence de ces événements est de plus en plus fréquente depuis 2019. Donc, avant même l'apparition de la pandémie, il y avait déjà des événements indésirables qui survenaient dans l'attente d'un transfert, motivant ou non le transfert, et parfois au décours du transfert, mais en lien quand même avec celui-ci. Les analyses approfondies des causes qui sont menées avec le CK et l'ensemble des établissements qui ont participé à la prise en charge ont montré que c'était plusieurs causes profondes qui étaient identifiées: l'environnement, matériel de réanimation et de transport, disponibilité de lits et de transport, les ressources humaines avec des effectifs soignants très tendus, la communication entre professionnels au sein du même établissement, entre les équipes, entre les services, mais aussi en inter-établissement ou avec la régulation, et la coordination entre les différents intervenants. Donc jusqu'en 2019, on avait essentiellement des analyses avec les maternités pour des transferts inter-établissements pour cause maternelle et ou fétale, des transferts pour des patients en attente de chirurgie et qui avaient des événements indésirables et qui étaient pris en charge ensuite en neurochirurgie ou en chirurgie thoracique ou digestive par exemple, des transferts en pédiatrie, notamment en néonatologie. L'ensemble de ces événements impliquaient le SAMU, puisque c'est par le SAMU que l'on peut organiser le transfert de patients critiques qui doivent être, dont le transport doit être médicalisé. Actuellement, le profil d'événements indésirables a beaucoup changé. Ce sont essentiellement des patients qui sont dans des services d'urgence et qui y restent faute de place de lit d'aval, que ce soit en soins critiques, réanimation sur site ou dans l'environnement proche. Et donc souvent des patients qui sont ensuite transportés avec l'aide de la régulation du SAMU sur le centre régional, au CHU ou dans d'autres régions. Donc avant la pandémie, si on résume un peu la situation, finalement on avait des critères d'admission en réanimation, donc on échangeait rapidement avec le service de réanimation soins critiques local ou régional, on avait l'accord pour une place, on organisait le transport, après avoir validé la prise en charge en réanimation, et puis on préparait son patient et on le transférait. Aujourd'hui, la situation est beaucoup plus compliquée, puisqu'il faut échanger souvent avec plusieurs correspondants de réanimation de soins critiques, localement, mais aussi sur le plan régional, voire extra-régional,
Il est également difficile d'obtenir un transport médicalisé avec un délai court, car il y a peu de véhicules, peu d'équipes, et que c'est parfois difficile, mais ça, le docteur Tintillier peut-être reviendra sur cet aspect. Ensuite, on organise le transport si on a du matériel, là encore, et que le patient est stabilisé, qu'il ne s'est pas dégradé pendant l'attente. Et puis, eh bien, le patient sera finalement accueilli en réanimation. Mais donc, il y a un délai de prise en charge qui a été allongé, pendant lequel le patient peut se dégrader. Et tout cela, finalement, lorsque l'on regarde la courbe épidémique du Covid, les problématiques continuent à se produire, bien que la pandémie la courbe soit un peu amortie. Donc l'organisation, vous la connaissez, la problématique c'est de savoir comment anticiper les besoins, comment organiser le transfert. Donc il y a des critères de transférabilité interrégionaux qui ont été proposés en collaboration avec la SFMU, la SPAR et la SRLF récemment, que vous retrouverez sur le site de ces différentes sociétés savantes. Et il y a également un outil de communication international qui s'appelle SBAR dans les pays anglophones et SAED en France, qui permet de passer un message clair à tous les interlocuteurs médicaux, paramédicaux, de l'ensemble des services et correspondants avec qui on a des communications. Pendant ce temps, et là c'est toute la problématique qu'il peut y avoir notamment aux urgences ou dans les services de soins classiques, c'est qu'en attendant de proposer le transfert, il faut assurer les soins critiques. Le problème, c'est qui a les compétences et qui a les moyens et le temps de le faire, parce que par exemple aux urgences, les urgentistes sont débordés par de très nombreuses activités en lien avec des patients qui affluent de toutes parts pour de différents motifs. Ils ont peu de temps pour faire de la réanimation et surtout chercher une place pendant des heures, comme cela a pu se produire dans les analyses que nous avons réalisées récemment. Et puis, il y a les problématiques de surveillance avec des moniteurs adaptés, du matériel de réanimation adapté. Qui doit-on prévenir si la situation s'aggrave? Y a-t-il un médecin intensiviste ou un médecin anesthésiste ou un SMUR interne qui puisse intervenir? Qui va préparer et comment le patient? Et comment va-t-on trouver le matériel pour le transporter s'il y a besoin de trouver ce matériel, ou bien préparer l'ensemble du dossier? Tout cela prend du temps, nécessite des moyens et c'est souvent extrêmement difficile. Je ne parle pas des périodes de permanence de soins qui sont particulièrement critiques lorsque les personnels sont peu nombreux. Donc, petit clin d'œil de nouveau sur les transmissions médicales avec le SAED et IPAS avec les infirmières, parce qu'il a été montré qu'il y avait une perte importante d'informations au cours des transferts avec des événements indésirables parfois graves qui en résultent. Vous trouverez aussi là, sur le site du CK des outils avec des fiches pour faciliter le transfert que je vais mettre en ligne rapidement. Voilà, la mission UIGS est à votre disposition pour discuter de ce sujet ou de nombreux autres et analyser les événements indésirables graves qui surviendraient dans votre établissement ou prévoir des moyens de prévention. Je vous remercie. Notre prochain webinaire aura lieu demain et je vais passer la parole au docteur Tintillier et à Lauru pour la suite de ce webinaire. Merci. Donc, je remercie Maric d'avoir proposé, de m'avoir demandé d'intervenir dans le cadre de ce webinaire. Alors, vous m'avez demandé de vous parler des transferts interhospitaliers. Donc, la régulation médicale, effectivement, prend une place importante dans l'organisation des transferts. Et effectivement, l'expérience montre qu'une meilleure connaissance du fonctionnement du SAMU et du rôle du médecin régulateur dans ce cadre peut faciliter le lien entre les praticiens. Alors, il me semble nécessaire quand même de rappeler la finalité de la régulation médicale qui a été initialement créée pour encadrer
encadrer essentiellement les sorties du SMUR, eh bien, la régulation médicale du SAMU Centre 15 est devenue depuis quelques années le pivot de l'organisation du fonctionnement de l'aide médicale urgente, des soins non programmés en médecine ambulatoire et de la gestion des crises sanitaires. Donc, on est passé très largement au-dessus de la simple gestion des SMUR. Et ceci étant dit, quel que soit le type de demande médicale, eh bien, la régulation peut se décomposer en 3 phases. Tout d'abord, qualifier la demande du patient ou du confrère, et définir à travers cette demande le besoin réel de soins, agir pour préserver la vie par des conseils et l'engagement de moyens, et puis orienter le patient au bon endroit, au bon moment, pour qu'il intègre une filière de soins adaptée à son état de santé. Et on reviendra sur ce 3e point qui peut être un élément majeur dans l'organisation des transferts sous forme d'aide aux demandeurs. Alors, c'est intéressant de se revenir sur l'analyse des événements indésirables tels que nous le propose la Haute Autorité de Santé. Il y a eu un recueil des événements indésirables déclarés en SAMU-SMUR de 2017 à 2019, c'est limité, mais c'est intéressant d'aller regarder un peu ces documents. On se rend compte que sur 36 événements qui ont été déclarés, tout d'abord, évidemment, 36 documents, 36 événements sur l'ensemble du territoire français en 2 ans, c'est relativement peu. Mais on voit qu'il y a quand même 25 dossiers qui touchent la régulation médicale. Donc la régulation est au premier plan de ces événements qui concernent le SAMU-SMUR. 16 événements ne relèvent que de la régulation médicale, et au milieu de ce groupe, eh bien, il y a 3 dossiers qui concernent la régulation de transferts interétablissements. Alors, dans les causes et dans les facteurs favorisants identifiés, on peut retrouver la difficulté de transfert en raison d'un manque de visibilité de place, d'où évidemment l'intervention de Laurent tout à l'heure, mais également le transfert dans un lieu non adapté aux patients. En dehors de ces dossiers qui concernent uniquement la régulation médicale, on retient aussi un événement indésirable qui s'est produit au moment du relais entre le SMUR et le service de réanimation, donc qui est une phase critique. Remarque plus générale sur cet état des lieux des événements indésirables, on note évidemment une sous-déclaration, le chiffre suffit de lui-même et la répartition géographique. Et puis, on note aussi une culture de l'analyse approfondie qui reste à développer, puisque 40% des causes profondes, à titre d'exemple, n'étaient pas identifiées, malgré l'analyse des causes. Alors, c'est dans ce cadre que la Haute Autorité de Santé a produit un guide méthodologique pour lequel un certain nombre de professionnels issus des SAMU ont participé. Guide méthodologique qui tend à améliorer la qualité et la sécurité des soins au niveau du SAMU, qui aborde aussi la question des transferts interétablissements. Alors, il faut partager évidemment le mode de fonctionnement. Lors d'une demande de transfert interétablissement, eh bien, la première personne qui va prendre l'appel, c'est l'assistant de régulation médicale, qui assiste, comme son nom l'indique, et qui aide le médecin régulateur à assurer sa fonction. C'est l'assistant qui va ouvrir un dossier de régulation médicale, qui sera un dossier de régulation spécifique. Vous verrez ensuite quelques copies d'écran. Et donc, bien entendu, les éléments indispensables qui devront être fournis au premier interlocuteur, c'est des éléments qui précisent l'établissement de départ, l'étage, le service précisément où se trouve le patient, le médecin demandeur, et puis bien entendu, les coordonnées téléphoniques directes devront être produites afin que l'on puisse ensuite échanger et éventuellement rappeler le demandeur. La confirmation de l'acceptation du patient par le service receveur devra être précisée à ce stade. Et puis, dans un second temps, évidemment, un assistant de régulation médicale, qui sera probablement pas le même, assurera la mise en œuvre de la décision du médecin régulateur et assurera la suivi de cette mission. Le médecin régulateur du SAMU interviendra donc dans un second temps. Le rôle du médecin régulateur dans le cadre de l'organisation des transferts nécessite évidemment une connaissance parfaite,
de la géographie physique, mais également de la géographie sanitaire et des différents réseaux de soins spécialisés. Le médecin régulateur aura besoin d'avoir un interlocuteur médical clairement identifié pour pouvoir analyser chacune des situations. Ensemble, ils vont identifier la motivation du transfert. Autrement dit, évidemment, on attendra un diagnostic ou une suspicion de diagnostic et la description des soins attendus dans le service destinataire qui motive donc le transfert qui est demandé. Le médecin régulateur devra, en s'appuyant sur l'interlocuteur demandeur du transfert, il devra bien entendu évaluer la gravité du patient pour apprécier au mieux les risques et la charge thérapeutique qui va s'imposer au cours du transfert. Et c'est après cette évaluation qu'il devra déterminer le délai et les modalités de réalisation de ce transfert afin de prioriser les transferts interhospitaliers qui seront réalisés en fonction de leur degré d'urgence, d'une part, et des moyens disponibles, d'autre part. De manière ponctuelle, dans certaines situations, le médecin régulateur pourra participer ou aider à la recherche d'un service d'accueil adapté et l'usage de la conférence à trois, conférence téléphonique à trois entre le médecin demandeur, le médecin régulateur et le ou les médecins susceptibles de prendre en charge le patient peuvent être une solution technique à proposer. Alors, vous voyez que sur cette copie d'écran du logiciel qui est actuellement utilisé par le SAMU 33, les appels sont nombreux et cette copie d'écran qui est faite au moment où ça m'a été possible, c'est-à-dire à 2 heures du matin, montre que, alors que le médecin est déjà en communication, il a 3 appels qui sont mis en attente après avoir déjà été préparés et donc triés par l'assistant de régulation médicale. Ces appels sont présentés selon un triage qui est bien codifié maintenant par les sociétés savantes SAMU Urgences de France et la SFMU, avec un certain degré de priorité. Vous voyez la ligne avec un P1 en jaune, c'est un appel prioritaire qui est susceptible de se générer ou de justifier une intervention SMUR après régulation par le médecin, et donc cet appel, il sera à prendre en priorité dès que le médecin régulateur qui est en communication aura terminé sa communication. Le P2 en vert est un appel qui est considéré comme de deuxième priorité et donc en fait c'est un appel qui peut être laissé en attente sans risque apparent pour le patient, mais évidemment pour la prise en charge médicale et pour la satisfaction de l'appelant, il convient de ne pas laisser cet appel longtemps en avance. Donc le médecin régulateur sait déjà qu'il a 2 appels et puis le T, eh bien c'est le transfert donc qui est présenté comme tel et donc là le médecin régulateur qui est en communication sait déjà qu'il a 3 appels de degrés d'urgence différents à traiter dès qu'il le pourra. Et donc, ça explique que le médecin demandeur d'un transfert ait la sensation d'être mis en attente. Il est effectivement mis dans une salle d'attente avant que le médecin régulateur ne soit disponible pour prendre sa demande. Sa demande qui va apparaître sur la partie dossier avec un service de départ, hein, donc un établissement hospitalier, ici au Lévesque, un service d'hospitalisation, les coordonnées du médecin demandeur, et puis à côté, eh bien, un établissement receveur avec un établissement, un service identifié et des coordonnées téléphoniques. Donc on va dire cette partie quelque part administrative, eh bien, a déjà été saisie par l'assistante de régulation médicale et elle doit être bien entendu saisie avec précision puisque ce sont ces informations que l'on transmettra à l'effecteur, le SMUR le plus souvent, et bien évidemment, le SMUR, il a la nécessité de savoir à quel étage, dans quelle aile, il va prendre en charge le patient. Le médecin régulateur va ensuite échanger avec le médecin demandeur, comme on l'a vu tout à l'heure, pour prendre connaissance du diagnostic, de l'histoire de la maladie, et puis évaluer la gravité, la charge thérapeutique. Et donc c'est pour cela qu'il y aura un certain nombre de questionnements qui vont tourner autour de l'état clinique du patient,
Le poids et la taille, eh bien c'est nécessaire pour anticiper sur un éventuel vecteur spécifique. Je parlerai des transports bariatriques tout à l'heure si vous le souhaitez dans la discussion. Les paramètres ensuite hémodynamiques et respiratoires, l'état de conscience, évidemment le score de Glasgow qui est la référence en matière de neurologie et de pathologie de patients graves. Et puis l'équipement, donc est-ce que le patient est sous oxygène, est-ce qu'il est intubé, est-ce qu'il est en ventilation mécanique, ventilation à pression positive, VNI, Optiflow, etc. Et puis l'équipement en termes de voies veineuses, seringues électriques, parce qu'il faut anticiper le nombre de seringues nécessaires, ce qui implique aussi une certaine charge thérapeutique. Le cathétérisme artériel qui suppose la mise en place d'un monitorage pendant le transfert, les drainages éventuels, exemple temps pleural en aspiration, toutes ces contingences matérielles qu'il faut savoir anticiper pour l'effecteur et puis qui peuvent aussi contribuer à la réflexion quant aux modalités de réalisation du transfert et quant au choix du vecteur qui peut en découler. Alors, les vecteurs, eh bien oui, effectivement, la majorité des transferts vont être réalisés avec une ambulance de réanimation, telle que vous le voyez là, une ambulance de catégorie A, type C, qui est dédiée exclusivement à l'usage du SMUR. C'est évidemment, ce sont des véhicules qui sont dédiés au SMUR, qui peuvent intervenir également sur l'intervention primaire, bien évidemment, mais qui seront le moyen, le vecteur que vous trouverez le plus souvent sur ces transferts interhospitaliers. Mais autre type de vecteur, c'est évidemment le vecteur héliporté et en particulier l'hélismur. L'hélismur, qu'est-ce qu'on appelle un hélismur? Un hélismur, c'est un hélicoptère sanitaire dont l'activité est exclusivement dédiée à l'aide médicale urgente. Il s'inscrit pleinement dans la mission santé telle qu'elle est préconisée par le rapport du CNUSH sur les hélicoptères médicalisés. Alors, l'usage de l'hélicoptère, en fonction évidemment des moyens disponibles, on pourra revenir tout à l'heure sur la répartition des hélismurs dans la région, eh bien, il est à la discrétion du médecin régulateur, mais évidemment, il doit être sous-pesé, sachant que le bénéfice attendu est la résultante d'une combinaison d'une indication médicale, donc d'un degré d'urgence du transfert, du gain de temps attendu avec le vecteur, de l'expérience de l'équipe médicale qui peut être dedans, et puis d'un accès facilité à un parcours de soins spécialisé. Évidemment, plus on va vite et plus on peut parcourir de distance dans le même temps. D'autres types d'hélicoptères peuvent intervenir, en particulier les hélicoptères de la sécurité civile. Alors, cette distinction, elle peut paraître théorique, pourtant elle a des implications, puisque les hélicos de la sécurité civile, en fait, dépendent du ministère de l'Intérieur, et ces missions sont gérées par les textes et par les missions de la sécurité civile, à savoir le secours de la personne en milieu difficile, les missions de recherche, la coordination des secours, les transports d'équipes spécialisées, la protection des biens, des personnes et de l'environnement. Et donc, ça n'est que par convention et par extension que ces hélicoptères peuvent être mobilisés pour des missions d'aide médicale urgente, mais qui ne seront jamais les missions prioritaires du ministère de l'Intérieur, alors que les missions des hélismurs sont totalement dédiées à l'activité sanitaire et totalement régulées par les SAMU. Il y a d'autres modalités qu'il faut connaître, en particulier le transfert infirmier interhospitalier. Le guide de régulation médicale nationale reprend les recommandations qu'avait édité SAMU Urgences de France initialement, et donc ce qu'on appelle les T2IH constitue une réponse en fait graduée et adaptée à la diversification et à l'augmentation des transferts interhospitaliers. En effet, certaines urgences peuvent relever d'une prise en charge technique telle que peut le réaliser le SMUR sans qu'il y ait nécessairement médicalisation du transfert. La justification d'un T2IH prend donc en compte en fait l'indication d'un monitorage, la prescription d'une surveillance infirmière et la nécessité de poursuivre de manière continue un
une thérapeutique, un traitement pendant le transfert. Et donc, bien évidemment, c'est après uniquement l'appréciation de la gravité et du risque évolutif que la décision de réaliser un transfert infirmier interhospitalier peut être prise de manière concertée entre le médecin régulateur et le médecin demandeur. Enfin, dernier type de réponse, évidemment, à la demande, eh bien, ça peut être la réalisation d'un transfert en ambulance non médicalisée. Et effectivement, s'il n'y a pas nécessité de médicaliser le transport, s'il n'y a pas nécessité d'assurer une continuité de soins ou d'accompagnement et de surveillance infirmier, eh bien, le transport peut être réalisé par une entreprise de transport sanitaire. Dans ce cas, c'est l'effecteur ambulancier qui réalise la surveillance du patient en accord avec l'état de ce patient et selon la prescription du médecin régulateur, d'où la nécessité évidemment d'une évaluation précise de la gravité et des risques au préalable. L'effecteur ambulancier sera amené à informer le SAMU en cas de problème particulier entre le départ des lieux et l'admission dans l'établissement, et évidemment prioritairement en cas d'aggravation, ce qui doit donc être signalé au SAMU, le SAMU pouvant alors, dans la mesure de ses moyens, adapter la réponse et éventuellement engager un effecteur pour assurer un renfort. Au final, l'effecteur signera bien entendu l'arrivée au SAMU du patient dans l'établissement de santé pour indiquer que le dossier peut être clôturé et que surtout la mission a été effectuée sans dommage. Voilà donc un bref résumé des missions du SAMU concernant la prise en charge de ces transferts. Vous avez bien compris que le transfert interhospitalier demandé sera planifié en fonction de multiples facteurs, en particulier le degré d'urgence, le bénéfice attendu par ce transfert et la charge d'activité des SMUR qui va impacter considérablement, bien évidemment, le raisonnement et la réflexion du médecin régulateur. Vous avez bien compris qu'il s'agit effectivement ici d'un véritable acte de régulation et pas simplement de l'enregistrement d'une commande de transport. C'est un acte de régulation médicale pour lequel sont attendus un interlocuteur médical bien identifié avec qui l'évaluation de la gravité des risques pourra être faite, un contenu de message qui justifie le transfert et une présentation détaillée du patient pour apprécier les risques et ensuite ainsi pouvoir déterminer les modalités de réalisation de ce transfert interhospitalier. Je vous remercie. Donc, merci beaucoup, Dr Tintillier, pour cette présentation très claire. C'est vrai que chaque médecin a son expérience et travaille ou a travaillé dans des services différents, donc la communication n'est pas toujours identique en fonction des lieux, des circonstances. En débutant ce webinaire, je n'ai pas proposé de tour de table, ce qui est pas logique pour pouvoir communiquer dans les meilleures conditions. Donc, je m'étais présentée, mais je laisse donc la parole à mes collègues pour qu'ils puissent faire de même. Docteur Tintillier, est-ce que c'est possible que vous vous présentiez du coup, même si Oui, vous avez… oui, je veux bien me présenter, tout à fait. Alors bon, je suis donc Eric Tintillier, médecin urgentiste, ancien chef de service et actuellement référent en qualité gestion des risques au SAMU SMUR. Bon, entre autres, voilà. Merci beaucoup. Vous. Je vais me présenter. Laurent Maillard, médecin urgentiste également. Je suis le coordonnateur médical de l'Observatoire régional des urgences de Nouvelle-Aquitaine. Et on va parler d'une partie de nos missions par la suite sur tout ce qui est le déploiement du registre opérationnel des ressources, donc le ROR. Et du coup, Camille Arbroteau, je suis chargée de mission à l'Observatoire régional des urgences. Donc, je vais vous présenter le ROR cet après-midi.
Voilà, du coup, Camille Breton, est-ce que je peux vous laisser la parole maintenant pour nous présenter le ROR et toutes les potentialités qu'il pourrait avoir pour nos collègues en difficulté actuellement pour trouver les meilleures filières au meilleur moment? Camille Breton, est-ce que je peux vous laisser la main pour présenter le ROR? Ouais. Oui, tout à fait. Mon micro était coupé, donc je pense que vous ne m'entendiez pas. Dis Camille. C'est ouvert là? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend, tout à fait. Du coup, le ROR, donc c'est un outil qui est à destination des professionnels de santé. C'est un service en ligne qui est accessible pour chaque professionnel via un compte activé en se connectant au site ror-nouvelle-aquitaine.fr. Donc les objectifs du ROR, ils sont pluriels. C'est d'identifier les ressources sanitaires et médico-sociales de la région Nouvelle-Aquitaine, de faciliter l'orientation des patients par les professionnels de santé, d'identifier les filières de soins et de faciliter aussi la communication inter-établissement. Du coup, il y a différents services qui sont proposés. Il y a le répertoire de l'offre, en fait, qui est le module socle, dans lequel, au fait, est décrit l'offre de soins de chaque établissement. Donc, ce sont les contributions de chaque établissement qui permettent aux usagers d'avoir accès à des données, à des informations de l'offre de soins sur différents sites, différents établissements. Donc, il y a une importance d'actualisation et de qualité de la donnée sur cette description-là de l'offre de soins. Cette description-là, elle va venir alimenter différents modules qui sont disponibles et accessibles sur le ROR, notamment le premier que je vais vous présenter, qui est le module de recherche, qui permet, toujours à partir des informations qui sont décrites par les établissements, d'identifier par exemple des plateaux techniques comme les IRM, les scanners, mais d'identifier aussi des services comme les urgences, des urgences pédiatriques, les services de maternité, les blocs chirurgicaux, mais on retrouvera aussi l'offre de soins, par exemple, en soins de suite et réadaptation, en psychiatrie. La partie annuaire permet aussi d'identifier des actes et des équipements qui sont dits spécifiques, comme par exemple les établissements qui sont amenés à réaliser des actes de thrombectomie, réaliser des angioplasties, etc. Donc ça, c'est un module recherche qui est l'un des modules sur le ROR. Et le deuxième module existant, c'est le module des capacités disponibles, donc qui est au fait renseigné par les établissements. Donc chaque établissement, en fonction de son offre de soins, va renseigner sa disponibilité, soit manuellement, soit par remontée dite automatique. Et du coup, les utilisateurs peuvent visualiser sur chaque unité ou sur chaque grande discipline. Par exemple, ça va être des soins critiques, de la médecine pédiatrique, des soins critiques pédiatriques aussi, la disponibilité. Les utilisateurs peuvent aussi voir, puisque les établissements peuvent renseigner leur lit fermé et leur prévisionnel de fermeture sur ce module-là. Donc là, vous voyez sur la capture, c'est la partie à gauche qui montre ce module de capacité disponible. Et à côté, vous voyez au fait le tableau de bord que Loruna a mis à disposition et que Laurent vous présentera
dans un second temps. L'autre module qui est accessible sur l'Aurore, c'est tout ce qui est gestion de crise, c'est-à-dire que en cas de difficulté, les établissements et les utilisateurs aussi peuvent déclarer soit des alertes, des tensions ou des plans blancs. Donc, lors de la déclaration, les établissements déclarent les actions qui ont été mises en place au sein de l'établissement. Quelles sont les difficultés? Quelles sont les actions qui ont été mises en place? Est-ce qu'il y a eu un impact sur les soins critiques? Est-ce que il y a eu du rappel de personnel? Est-ce que l'établissement a un problème d'autonomie? Donc ça, ce sont les actions que chaque établissement détaille, que vous voyez dans la partie la plus à gauche. Il y a au milieu, au fait, le rappel de la disponibilité par grand groupe de disciplines. Et à côté, vous voyez le fond du radar. Donc ici, c'est une déclaration de tension ou de plan de mobilisation interne qui a été faite. Et on voit que le radar, au fait, prend une colorimétrie différente en fonction de la déclaration par l'établissement. Donc en orange, c'est une déclaration d'alerte, rouge, la déclaration de tension, et le point noir au milieu de ce radar déclare, au fait, montre la déclaration d'un plan blanc pour l'établissement. Donc ça, c'est tous les modules qui sont disponibles. Également, l'Oruna met sur l'Aurore à disposition pour les établissements les tableaux de bord de remontée de passage aux urgences qui sont accessibles et propose également la réception de bulletins quotidiens des remontées de passage aux urgences par établissement et par territoire, ainsi que des bulletins SAMU. Dernière diapositive, c'est voilà, si vous avez la moindre question ou demande, les coordonnées de l'équipe ROR et de la CIE qui gère les données urgences. Je vais laisser la main au docteur Maya pour la présentation. Donc, rebonjour. Ce que nous a montré, partager. Ce qui se passe. Voilà. Ce que vous a montré Camille, c'est effectivement le périmètre des différentes informations que l'on peut retrouver dans le ROR. Pour ce faire, le premier point qui est le plus important, c'est de se rapprocher des référents ROR de son établissement pour qu'ils vous donnent des codes mots de passe. Donc là, moi, ce que j'ai proposé aujourd'hui, et c'est ce que vous avez à l'écran, c'est que vous alliez sur votre téléphone, que vous tapiez sur la barre de recherche ROR NA, tout simplement, et que vous mettiez comme identifiant ce qui est à l'écran, donc webinaire@test.fr, et comme mot de passe test avec un T majuscule, 1, 2, 3, point d'exclamation. Une fois que vous avez rempli ces identifiants et ce mot de passe, je vais aller sur mon écran, hop, je vais faire exactement comme vous, webinaire test, et je marque test, 1, 2, 3, point d'exclamation, m'y voilà, très bien, c'est toujours pareil. Entrée, pourquoi il ne veut pas? Je ne vais pas le faire avec mon mot de passe perso, parce que si je le fais avec mon mot de passe perso, ce qui est bien, c'est que ça marchait il y a encore 10 secondes. Je suis toujours à l'image, là? Je sais ce qui se passe. Voilà, ça va marcher. Voilà, je suis désolé, hein. J'ai dû taper sur une mauvaise touche à un moment. En attendant, voilà ce que vous donne le ROR. Je vais sur le tableau de bord. Hop. Sur le tableau de bord apparaissent les différents onglets qu'on peut retrouver. Et donc là, je vais sur les soins critiques.
Et il va y avoir une recherche qui est faite pour pouvoir identifier les différents lits de soins critiques qui sont renseignés au niveau du registre opérationnel des ressources. Avec en première vue ce que vous avez devant vous, c'est-à-dire l'image de ce qui se passe au niveau de la région pour l'ensemble des réanimations et réanimations additionnelles que nous avions au moment du Covid, mais qui sont toujours en place. Et puis, si j'avais envie de rentrer dans le détail, je pourrais prendre également que les soins intensifs, que les surveillances continues, que les réa néonatales pédiales, les soins intensifs, etc. Je vais rester sur la réa additionnelle et je vais prendre un département. Alors, pour prendre un département, c'est très simple, hein. Il suffit avec son doigt de cliquer sur le département. Là, j'ai pris la Gironde. Ce que nous avons fait dans le cadre de ce test, donc là, vous avez tous les établissements de la Gironde avec les lits disponibles tels que c'est actualisé actuellement par les établissements. Et alors, on a créé un établissement, on s'est dit qu'on allait le créer que pour cette démonstration, parce qu'on ne voulait pas faire apparaître les numéros de téléphone de tous les services au niveau de ce webinaire. Mais là, vous voyez, par exemple, j'ai un groupement de coopération sanitaire qui est considéré comme une réanimation. Je clique avec mon doigt dessus. À ce moment-là, quand je clique dessus, j'ai le numéro de téléphone qui apparaît. Il suffit que je clique sur le numéro de téléphone et hop, je peux joindre directement le service qui a été identifié comme ayant de la place au niveau du ROR. Alors tout ça pour dire quoi? Alors je peux vous faire la même démonstration en partant sur la pédiatrie, hein. Je peux le faire donc sur la pédiatrie. Hop, je vais aller sur la pédiatrie. Et là, du coup, au niveau des valeurs, je ne vais avoir que les réanimations néonates, soins intensifs néonates, surveillance continue pédiatrique et néonatologie. Et une fois de plus, sur ces services, je vais pouvoir les rechercher. Alors, je vais tous les mettre. Hop, appliquer. Et j'ai ma cartographie régionale et je sais où je vais avoir de la place en réanimation pédiatrique aujourd'hui. Tout ça pour dire quoi? Ce qui a été dit par Marie et Eric en introduction et lors de la présentation, c'est que l'une des difficultés que nous avons aujourd'hui, c'est de trouver le bon lit pour le bon patient. Aujourd'hui, le ROR permet de le faire. Il permet de le faire à plusieurs conditions. Première condition, c'est que les établissements qui contribuent à mettre les informations sur le ROR soient organisés pour que cette information soit le plus fiable possible. Alors, il y a deux choses qui sont importantes. C'est, on l'a dit tout à l'heure, la description de ces unités avec son nombre de lits et l'actualisation des lits fermés. Et le deuxième point, c'est effectivement l'affichage de la disponibilité de ces lits. Alors là, on voit bien qu'on est dans le domaine de l'acculturation au sein des établissements, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut revenir auprès de nos encadrements, de nos bed managers, de nos systèmes d'information en fonction du choix qui a été fait par l'établissement pour que cette donnée reste actualisée fréquemment pour pouvoir être diffusée au niveau de l'ensemble de la région. Nous, par exemple, au moment du Covid, ce qu'on avait proposé, c'est que tous les services mettent à jour le ROR entre 9h et 9h30, ce qui faisait qu'en une demi-heure, on était capable de savoir au niveau de la région quels étaient les lits disponibles en réanimation sur l'ensemble de la région. Donc, c'est quelque chose qu'on a partagé avec le réseau Périnat. Et là, aujourd'hui, où on est en plan blanc Epiclim, chaque réunion que nous faisons avec l'ensemble des pédiatres, nous commençons par ouvrir le ROR pour vérifier que les données sont bien à jour. Et on se rend compte que ces données sont bien à jour. Deuxième point important dans la description, c'est la présence des numéros de téléphone des unités. Parce que décrire qu'on a de la place, si au niveau de l'établissement, on n'a pas mis le numéro de téléphone de l'unité pour qu'on puisse la joindre, autant vous dire que c'est le parcours du combattant pour l'urgentiste. C'est-à-dire qu'il est obligé de repasser par le standard, espérer avoir l'unité pour pouvoir, à la fin, valider la notion de lit disponible et pouvoir avoir l'interlocuteur qui lui prendra en charge le patient. Donc, nous, ce que l'on dit, c'est que aujourd'hui, l'outil fonctionne. Hein, je vous l'ai montré en direct et vous avez pu l'essayer. Vous pouvez l'essayer là pendant que je vous présente, l'outil. Mais il marchera, une fois de plus,
qu'à 2 conditions. On est bien d'accord, hein. La première condition, c'est il est indispensable que les établissements contribuent à la qualité de la donnée. Et la deuxième condition, c'est qu'il est indispensable que les utilisateurs, lorsque cette donnée n'est pas à jour, s'impliquent pour justement aller voir ces membres contributeurs afin que ceux-ci nous donnent les données les plus adaptées possibles pour pouvoir orienter nos patients au mieux. Donc, c'est fonctionnel, c'est simple. Là, aujourd'hui, on vous a donné un identifiant, un mot de passe pour ceux qui n'en avaient pas. Je vous le rappelle, si vous voulez en avoir un, et j'ai envie de dire, vous promenez sur tout ce qu'a présenté Camille juste avant moi, il vous faut cet identifiant et ce mot de passe. Il faut que vous voyez avec votre référent. Il faut que vous insistiez auprès de vos établissements pour que les données soient mises à jour. Cette donnée, aujourd'hui, moi, c'est ce que je dis, hein, sur tous nos problèmes de filière, c'est plus une donnée établissement. Aujourd'hui, c'est une donnée territoriale, voire régionale. Et le meilleur outil pour pouvoir partager de l'information à la fois territoriale et régionale, c'est l'Aurore. Voilà. Donc, je pense que dans le cadre des filières, et c'est ce qui nous a été présenté jusqu'à présent, ça fait partie de ces outils incontournables. Ça fait partie des outils que le SAMU doit s'approprier. Mais avant tout, et c'est le point essentiel, ça ne fonctionnera que si on a des établissements qui contribuent à mettre une donnée de qualité. Voilà ce que je voulais passer comme message aujourd'hui. Docteur Maillard et Camille Arbotreau de l'ORUNA, je vous remercie beaucoup de cette présentation qui permet probablement à chacun d'entre nous de mieux utiliser le ROR dans le cadre des difficultés de filière. On l'a vu dans plusieurs analyses des causes profondes ces derniers mois. Parfois, quand on est dans la difficulté, qu'on a une pression en termes de prise en charge de multiples patients défaillants aux urgences, en plus de la population des urgences habituelles, on n'a pas toujours les idées effectivement qui sont rapidement à l'esprit pour savoir dans quelle réanimation, dans quel secteur il y aura probablement de la place. Et donc, il y a des numéros qu'on n'appelle pas ou des collègues que l'on ne sollicite pas, ce qui fait qu'effectivement, il y a des patients qui se dégradent au sein des unités d'urgence ou d'autres unités, hein, puisque ça arrive régulièrement dans les unités de chirurgie ou de médecine également. Donc, merci beaucoup. Merci, docteur Tintier, également pour ce point. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement auprès des personnes qui ont assisté à ce webinaire? Pour le chat, là, où il y a écrit « l'Aurore donne le nombre de lits, mais pas si les effectifs et les compétences sont présents ». Alors, on est tout à fait d'accord. Mais ce qu'on dit toujours, c'est où vous avez des lits qui sont ouverts et opérationnels, ou ils sont fermés. C'est-à-dire que l'Aurore permet de fermer des lits si on ne peut plus accepter de patients. Donc là, une fois de plus, c'est ce que j'évoquais juste avant, hein, la contribution de l'établissement, c'est de dire, bah oui, j'ai 15 lits, mais si je ne peux en ouvrir que 12, eh ben, faut fermer les 3 lits qui ne peuvent pas être proposés, on va dire, à l'ensemble du territoire. Et sur l'Aurore, c'est très simple de fermer des lits. Ça peut être fait ou de façon prévisionnelle, ou au jour le jour, en fonction de la problématique rencontrée par l'établissement. S'il y a des questions à poser, hein, vous pouvez utiliser l'onglet questions pour saisir une nouvelle question. En dessous, là, avec les 3 petits points. C'est le chat. Voilà, alors, moi, ce que je peux, peut-être je ne sais pas si les autres intervenants ont des éléments à ajouter. Moi, ce que j'ajouterais, c'est que ce travail sur les transferts interétablissements en situation d'urgence va bien sûr s'associer aux transferts non urgents dans un second temps, mais là, il nous semblait que la situation d'urgence était vraiment extrêmement critique et nécessitait qu'on s'y attelle rapidement.
qu'il y aura des outils du coup sur le site du CK dans la rubrique outils qui seront téléchargeables, des checklists pour effectivement organiser le transport, le matériel, organiser la communication. Les outils de l'ORU seront également à disposition. Et puis une bibliographie avec les derniers éléments, bien sûr le guide de l'HAS en ce qui concerne le SAMU, mais aussi l'attention aux urgences, et d'autres documents que bien sûr nous partageons et nous sommes à disposition pour en discuter, que ce soit par mail, par téléphone ou sur site si besoin. Il y a également la question des transports intra-hospitaliers. Alors, la problématique des transports intra-hospitaliers des patients en urgence vitale est un petit peu différente et elle est bien codifiée. Il y a de nombreuses recommandations, mais on fera un document, enfin une pochette à part sur le site puisque c'est une question bien distincte des transferts inter-établissements en situation d'urgence vitale. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je remercie l'ensemble des participants d'avoir contribué à apporter toutes ces réponses. Je sais qu'il y a encore des questions silencieuses, mais nous sommes à disposition pour y répondre dans un second temps si besoin. Je vous souhaite une très bonne journée et une bonne fin de semaine. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir à tous, au plaisir. Au revoir, merci beaucoup. Merci.